Août 479 avant Jgipomcé, la vallée de Lassopos en Béotie. 10 000 hoplites spartiates se tiennent isolés sur une colline, séparés de leurs alliés. Pas d'eau. La cavalerie perse tourne autour. La plus grande armée jamais assemblée dans le monde antique, 300 000 hommes, sous le commandement de Mardonius, les aperçoit. Seuls, vulnérables. C'est le moment idéal pour frapper. Mardonius ordonne l'attaque. C'est un piège. Parce que ce qui s'est passé à Platée n'était pas une bataille. C'était une démonstration mécanique de ce qui arrive quand un équipement supérieur rencontre le désespoir. Au cours des prochaines minutes, vous allez revivre la séquence tactique qui a détruit l'invasion perse de la Grèce. Vous verrez comment une retraite nocturne ratée est devenue le prélude à l'annihilation. Comment un terrain invisible pour les Perses a créé un couloir de mort. Comment la mort d'un seul homme a fait s'effondrer l'armée d'un empire en quelques minutes. Et vous comprendrez pourquoi cette bataille, pas Marathon, pas Thermopyle, a mis fin aux ambitions de la Perse en Europe. A commencé par 11 jours plus tôt, lorsque les Grecs ont commis leur première erreur catastrophique. Si vous appréciez l'histoire militaire basée sur des sources primaires et des preuves archéologiques, abonnez-vous. Commentez avec votre pays. Maintenant, direction la Crète au-dessus de Platée. La coalition grecque, qui s'est rassemblée en Béotie en août 479 avant J.C., était la plus grande armée hellénique jamais assemblée jusqu'à ce point. 31 cités-États. Selon Hérodote, 38 700 hoplites, infanterie lourde, soutenue par 69 500 troupes légèrement armées. Les historiens modernes considèrent ces chiffres comme exagérés. Les estimations prudentes placent la force grecque à 40 000 hommes au total. Mais la composition est claire. Sparte a fourni 5 000 Spartiates, citoyens à part entière formés dès l'âge de 7 ans dans le système de la Gaugée, plus 5 000 Périèques, des non-citoyens libres qui combattaient comme hoplites. Athènes en a envoyé 8 000, Corinthe 5 000, Thégée 1 500. Chaque contingent apportait sa propre structure de commandement, ses propres priorités, sa propre définition du courage. Face à eux, Mardonius, choisi par Xerxès pour achever ce que le roi perse avait commencé après sa défaite navale à Salamine. Hérodote prétend 300 000 Perses, plus 50 000 alliés grecs qui avaient pris le parti de la Perse. Estimation moderne, 70 000 à 100 000. Toujours un avantage numérique massif. Plus important encore, Mardonius avait de la cavalerie. 10 000 à 20 000 cavaliers. Mèdes, Bactriens, Indiens, Perses. Les Grecs n'en avaient pratiquement pas. Et la cavalerie sur les plaines plates de Béotie était un instrument de mort. Le calendrier est important. Début août, Mardonius brûle Athènes pour la deuxième fois, puis se retire vers le nord en Béotie. Il veut un terrain plat, de l'espace pour que sa cavalerie opère. Les Grecs le suivent, prenant position sur les basses crêtes du mont Cithéron, au sud de la plaine. Position dominante, défensive. Mais aucune source d'eau à proximité, sauf la source de Gargafia au pied de la crête et le fleuve Asopos, que les Perses contrôlent. Pendant 8 jours, rien ne se passe. Puis le commandant de la cavalerie perse, Masistius, mène une attaque d'exploration. Les Grecs tiennent bon. Masistius est tué. Sa mort démoralise la cavalerie perse, mais ne l'arrête pas. Au cours des 3 jours suivants, des cavaliers perses attaquent l'arrière-garde grecque, capturant un train de ravitaillement de 500 bêtes de somme au col de Dryocéphalée. Puis, ils empoisonnent la source de Gargafia, l'étouffant avec de la terre et des cadavres. Pas d'eau, pas de ravitaillement. La position grecque devient intenable. Nuit du 11e jour. Pausanias, le régent spartiate commandant la coalition, ordonne une retraite. Pas une déroute. Un retrait tactique vers une position appelée l'île, l'Oéroé, une parcelle de terre entre 2 ruisseaux à environ 1,5 km à l'ouest de Platée. Eau fraîche, flanc défendable. Le plan, se déplacer de nuit en 3 groupes. Le centre, contingent allié des petites cités-États, se déplace d'abord vers l'île. Les Athéniens sur le flanc gauche se dirigent vers le nord-ouest, vers Platée elle-même. Les Spartiates et les Tégiens sur le flanc droit se déplacent en dernier, couvrant la retraite. Tout s'effondre immédiatement. Le centre ne s'arrête pas à l'île. Il fuit jusqu'à Platée, terrifié par la cavalerie perse dans l'obscurité. Les Athéniens se déplacent vers le nord-ouest, mais perdent le contact avec les Spartiates. Et les Spartiates ne bougent pas du tout, parce qu'un officier spartiate nommé Amompharetus refuse l'ordre. Il commande le Pitanate Locos, l'un des 5 régiments spartiates. Il dit à Pausanias que battre en retraite est honteux, pas spartiate. Il ne bougera pas. Pendant des heures, Pausanias se dispute avec lui. L'aube approche. Finalement, Pausanias ordonne au reste des forces spartiates et tégiennes de se déplacer, supposant qu'Amompharetus suivra quand il réalisera qu'il est seul. À l'aube du 12e jour, l'armée grecque est dispersée sur le paysage. Le centre se terre derrière les murs de Platée.
Les Athéniens sont isolés près de la rivière Moloès, au nord-ouest de la position initiale, et les Spartiates, 10 000 hoplites, 5 000 Spartiates et 5 000 Périèques, plus 35 000 troupes légères d'Ilotes, sont étirés sur les pentes inférieures du Cithéron, se déplaçant lentement vers le nord-ouest, séparés de tout le monde. Visibles, Mardonius les voit. Depuis sa position de commandement près de l'Asopos, il observe la colonne spartiate se débattant sur un terrain accidenté. Pour lui, cela ressemble à une retraite. Désordre, panique. Les Grecs fuient. C'est le moment. Il ordonne l'attaque. Le centre perse, les immortels, les 10 000 d'élite, et la cavalerie charge. Les alliés grecs qui avaient pris le parti de la Perse, Thébains, Thessaliens, suivent. C'est une poursuite, une déroute. Mardonius croit qu'il est sur le point d'abattre le contingent spartiate et de mettre fin à la guerre. Il se trompe. Les Spartiates ne fuient pas. Ils se déplacent vers un terrain qu'ils ont choisi, les pentes près du temple de Déméter et Leusignac, terrain accidenté, ravin, rocher, terrain qui neutralise la cavalerie. Et quand les Perses s'approchent, les Spartiates s'arrêtent. Ils forment la phalange, 8 rangs de profondeur, boucliers se chevauchant, lance, doris de 2 mètres à 2 mètres 70, pointés. Ils ne chargent pas encore, parce que Pausanias attend les présages. La religion spartiate exige des signes favorables avant la bataille. Alors les Spartiates tiennent bon. Sous un ciel s'assombrissant de flèches, les Perses ne comprennent pas ce qu'ils voient. Leur infanterie porte des lances courtes, d'1,50 m à 1,80 m, des boucliers de roseau appelés djera, efficaces contre les flèches, mais inutiles contre des poussées lourdes. Leur doctrine est d'abord l'archerie, puis le corps à corps. Alors, ils s'arrêtent à distance, plantent leur djera dans le sol, créant une barrière de roseaux, et tirent. Des milliers de flèches. Les Spartiates ne rompent pas. Leurs boucliers plaqués de bronze, aspices de près d'1 mètre de diamètre, pesant 7 kilos, se chevauchent en un mur. Leurs casques, leurs cuirasses, leurs jambières absorbent les impacts. Des hommes meurent, mais la formation tient. Pausanias sacrifie. Défavorable. Il sacrifie encore. Défavorable. Les flèches continuent de pleuvoir. Des Spartiates tombent. Pausanias regarde vers le temple de Héra, prie, sacrifie une 3e fois. Favorable, il donne l'ordre. Les Spartiates avancent. Ce qui se passe ensuite n'est pas une bataille, c'est de la physique. La phalange spartiate avance à vitesse de marche, disciplinée. Les Tégiens sur leur gauche maintiennent le rythme. Quand ils atteignent la ligne perse, les djeras se désintègrent. Roseau contre bronze, le doris, plus long, plus lourd, dépasse les lances perses. Les Spartiates poussent. Otismos. Le mot signifie pousser. Les rangs arrière poussent dans le front. Toute la formation devient une presse hydraulique. 16 000 livres de force par mètre carré. Les Perses ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas battre en retraite car leurs propres rangs sont serrés derrière eux. La ligne s'effondre vers l'intérieur. Mardonius voit ce qui se passe. Il est au centre, monté, entouré de sa garde personnelle de 1000 Perses d'élite. Il essaie de rallier la ligne. Un Spartiate nommé Aymnestus lance une pierre. Elle frappe Mardonius à la tête. Il tombe, mort. Instantanément, la structure de commandement perse se désintègre. Artabaz, commandant 40 000 hommes sur l'aile gauche perse, voit Mardonius tomber et bat immédiatement en retraite. Il ne fuit pas vers le camp fortifié. Il marche vers le nord, hors de Grèce, entièrement. Les immortels voient leur commandant mort et rompent. La cavalerie, inutile sur le terrain accidenté, se retire. Les Spartiates ne s'arrêtent pas. Ils pénètrent le centre perse. Les Athéniens, entendant les combats, se retournent et engagent les hoplites thessaliens sur l'aile droite perse. Les Thébains tiennent plus longtemps que les Perses, hoplites contre hoplites, mais ils sont en infériorité numérique et finissent par battre en retraite. Le reste des alliés grecs sort de Platée et se joint à la poursuite. Les Perses fuient vers leur camp fortifié, une palissade en bois près de la rivière. Les Grecs le prennent d'assaut. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est un massacre. Hérodote prétend que seulement 3000 Perses se sont échappés d'une armée de 300 000 hommes. Même en tenant compte de l'exagération, les pertes sont catastrophiques. Les Grecs perdent, selon Hérodote, 159 hommes, 91 Spartiates, 16 Tégiens, 52 Athéniens. Le récit ultérieur de Plutarque suggère 1360 morts grecs. Toujours aussi déséquilibré. Le flanc caché n'était pas caché par la distance, il était caché par la perception. Mardonius a vu le désordre et a supposé la faiblesse. Le terrain, invisible depuis la position perse, a créé un couloir où la cavalerie ne pouvait pas opérer et où l'archerie ne pouvait pas briser une phalange disciplinée. L'avantage de l'équipement spartiate,
lance tournant plus longue, armure plus lourde, bouclier plus grand, a transformé une catastrophe tactique en un champ de massacre. Et la mort de Mardonius a prouvé ce que craignait toute armée antique. L'effondrement du commandement est instantané et total. Une pierre, une mort, 100 000 hommes fuyant vers le nord. C'est Platée. Maintenant, décomposons exactement comment cette pierre a trouvé sa cible. La pierre qui a tué Mardonius n'a pas été lancée de loin, elle avait été lancée depuis l'intérieur de la mêlée, depuis le premier rang de la phalange spartiate alors qu'elle pénétrait le centre perse, un spartiate nommé Aemnestus. Nous connaissons son nom parce que Hérodote l'a enregistré. Nous connaissons l'arme parce que Plutarque l'a précisé des décennies plus tard. Une pierre, pas une estocade d'épée, pas un coup d'épée. Une pierre ramassée sur le terrain accidenté près du temple de Déméter, Éleusignac, et lancée à bout portant au visage du commandant perse. Et ce projectile unique, un morceau de calcaire béotien, a fait s'effondrer la structure de commandement de la plus grande armée jamais assemblée dans le monde antique. Parce que ce que vous venez de voir n'était pas l'image complète. L'avancée spartiate, la collision de la phalange, la mort de Mardonius, c'est le résultat. Mais le mécanisme qui l'a rendu possible a commencé à 30 mètres derrière la première ligne, avec un système d'armes que les Perses ne comprenaient pas. La phalange grecque n'était pas seulement une infanterie blindée en formation, c'était un moteur de multiplication de force. Et la physique de ce moteur, le poids, la pression, l'avantage mécanique, a transformé 10 000 hommes en un bélier hydraulique inarrêtable. Commençons par la différence d'équipement. L'hoplite spartiate portait un dory, manche en bois de frêne, 2 mètres, 1 à 2 mètres 70 de long, 7 à 9 pieds. Pointe de lance en fer à une extrémité, pointe de bronze à l'autre, poids 1 à 2 kg. Le fantassin perse portait une lance courte, 1,50 m à 1,80 m, 5 à 6 pieds. La lance grecque dépassait la lance perse d'1 mètre entier, 3 pieds. C'est la distance entre la vie et la mort au combat rapproché. Avant qu'un Perse ne puisse frapper, un Spartiate pouvait frapper. La géométrie était non négociable. Maintenant, le bouclier. L'aspis, bouclier d'hoplite grec, 1 mètre de diamètre, 9 mètres, face concave en bronze sur un noyau en bois, 7 à 8 kg, tenu par un brassard central, le porpax, et une poignée au bord, l'antilabe. Ce n'était pas un bouclier tenu à la main, il était attaché à l'avant-bras, ce qui signifiait que l'hoplite ne pouvait pas le lâcher, ne pouvait pas changer de main, ne pouvait pas ajuster sa prise en plein combat. Mais cela signifiait aussi que le bouclier devenait une extension du corps. Et quand l'hoplite poussait, tout le côté gauche de son corps, épaules, bras, bouclier, devenait une seule surface de frappe. Les Perses utilisaient le djera, bouclier de roseau, rectangulaire, fabriqué à partir de roseaux tressés ou de cannes recouvertes de cuir, léger, portable, efficace contre les flèches, inutile contre un aspis plaqué de bronze propulsé par un homme de 100 kg en armure complète. Quand la phalange spartiate a frappé la ligne perse à Platée, le djera n'a pas bloqué l'impact, il s'est désintégré. Hérodote le décrit. Les Perses plantèrent leurs boucliers dans le sol, créaient une barrière de roseaux, et tirèrent des flèches par-dessus, doctrine perse standard, supprimer l'ennemi à distance, puis engager le corps à corps une fois qu'il est désorganisé. Mais les Spartiates ne se sont pas désorganisés. Ils ont avancé à travers la tempête de flèches. Et quand ils ont atteint la barrière de Guéra, ils ne se sont pas arrêtés pour se battre dessus. Ils l'ont traversée. Bouclier fracassant les roseaux, lance transperçant les débris. Le premier rang perse s'est effondré dans les 30 premières secondes. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. Mais le mécanisme de mise à mort n'était pas le premier rang, c'était le 8e rang, parce que la phalange n'était pas une ligne de combattants individuels. C'était une machine, et la puissance venait de l'arrière, autismos, la poussée, la pression. Le mot apparaît chez Hérodote, Thucydide, Xénophon. Les historiens modernes ont débattu pendant des décennies si c'était littéral ou métaphorique. Les rangs arrière poussaient-ils physiquement les rangs avant? Ou était-ce une métaphore de la pression morale? Le débat s'est terminé en 2006. A.D. Sabin a publié une analyse biomécanique dans le Journal of Hellenic Studies. Titre: La mécanique de la bataille lors de la Deuxième Guerre perse. Sabin a calculé les vecteurs de force. Un hoplite en panoplie complète, armure, bouclier, armes, pesait 90 à 100 kg. 200 à 220 livres, debout dans une phalange de 8 hommes de profondeur. Les rangs arrière poussaient vers l'avant, sans courir, en marchant, en s'appuyant sur l'homme devant. Chaque rang transférait la force au rang précédent. Au moment où cette force atteignait le premier rang, ce n'était pas le poids d'un seul homme, c'était la masse cumulative de 8 hommes. 800 kg, 1700 livres, par fil,
Multipliez cela par la largeur de la phalange. 10 000 Spartiates et Tégiates en file de 8 hommes de profondeur. Cela fait 1250 files, chaque file exerçant 1700 livres de pression vers l'avant. Force totale au bord avant de la phalange, 2,1 millions de livres, plus de 1000 tonnes. 16 000 livres de force par mètre carré. Les Perses ne combattaient pas des hommes, ils combattaient un glissement de terrain, et ils ne pouvaient pas reculer, parce que leur propre rang était serré derrière eux. L'infanterie perse aplatée comptait au moins 30 000 hommes au centre, probablement plus, serrés dans une formation d'environ 400 mètres de large. Cela fait 75 hommes par mètre de front, épaule contre épaule. Lorsque le premier rang a tenté de reculer de l'avancée spartiate, il n'y avait nulle part où aller. Les hommes derrière eux étaient poussés vers l'avant par les hommes derrière eux. La formation est devenue un piège. Le premier rang a été écrasé contre les boucliers spartiates, littéralement écrasé. Côtes brisées par les bosses de boucliers, crânes fracturés par les pointes de lance, piétinés par leur propre rang arrière essayant de pousser vers l'avant. Hérodote dit que les Perses se sont battus bravement, ont attrapé les lances grecques à main nue, ont essayé de les casser, sont morts en essayant. Mais le courage ne surmonte pas la physique. La phalange avançait, pression constante. Pas de pause, pas de retraite. Juste la presse hydraulique de bronze et de chair se déplaçant à la vitesse de la marche. Mardonius l'a vu à cheval. Il était au centre de la ligne perse, monté, entouré de sa garde personnelle. 1000 cavaliers perses d'élite, les meilleures troupes de l'armée. Il a essayé de rallier l'infanterie en déroute, a chargé dans l'écrasement. Et c'est là qu'Aïmnestus l'a vu, un hoplite spartiate au premier rang, Mardonius sur un cheval blanc, surélevé, visible, une cible. Aïmnestus ne pouvait pas utiliser sa lance, trop près, trop chaotique. Alors il s'est penché, a ramassé une pierre par terre. Les pentes près du temple de Déméter sont jonchées de pierres, calcaire, roches volcaniques, de la taille d'un poing. Il l'a lancée, par-dessus l'épaule. Moins de 10 mètres, la pierre a frappé Mardonius à la tête. Hérodote ne précise pas où. Temple, front, visage, peu importe. Mardonius est tombé, mort ou inconscient. Fonctionnellement la même chose. Sa garde a essayé de protéger le corps, a échoué. Les Spartiates les ont écrasés. Mardonius est mort dans l'écrasement. Et l'armée perse a vu son commandant tomber. L'effondrement du commandement est instantané. Les armées antiques n'avaient pas de radio, n'avaient pas de redondance de la chaîne de commandement. Le général était la structure de commandement. Lorsque Mardonius est mort, il n'y avait personne pour donner des ordres, personne pour coordonner la retraite, personne pour tenir la ligne. Artabase commandait l'aile gauche perse. 40 000 hommes, principalement de la cavalerie. Il a vu Mardonius tomber et a pris une décision. Il n'a pas essayé de rallier le centre, n'a pas essayé de venger son commandant. Il s'est retiré, pas vers le camp fortifié, vers le nord, hors de Grèce. 40 000 hommes, disparus, s'en sont allés, parce qu'Artabase savait ce qui arrive aux armées sans commandant. Elles ne se retirent pas, elles paniquent, et les armées en déroute sont massacrées. Les immortels, les 10 000 fantassins perses d'élite au centre, ont vu Mardonius tomber et ont rompu. Pas immédiatement. Ils ont essayé de tenir, mais les Spartiates ne se sont pas arrêtés. Ne se sont pas arrêtés pour piller, ne se sont pas réjouis, ont continué à pousser. Les immortels se sont retirés, lentement d'abord, puis plus vite, puis en courant. Les hoplites thébains à l'aile droite perse ont tenu plus longtemps. C'étaient des Grecs. Ils comprenaient le combat de phalange. Ils savaient comment combattre hoplite contre hoplite. Mais ils étaient en infériorité numérique. Les Athéniens, 8000 hommes, se sont détournés de leur position près de la rivière Moloéis et ont frappé le flanc thébain. Les Thébains se sont retirés, retraite en combattant, disciplinés, de retour à Thèbes. Ils ont perdu 300 hommes. Le reste s'est échappé. Le centre perse n'a pas eu cette chance. Les Grecs ont poursuivi, pas seulement les Spartiates, tout le monde. Les contingents alliés qui avaient fui à Platée la nuit précédente sont sortis de derrière les murs. Corinthiens, Mégariens, Sicyoniens, 40 000 hommes chassant une armée brisée sur terrain découvert. Les Perses se sont réfugiés dans leur camp fortifié, une palissade en bois près de la rivière Asopus, construite la première semaine de l'impasse. Mur de 10 pieds de haut, bois, terre, conçu pour repousser les raids de cavalerie. Pas un assaut grec, les Grecs l'ont pris d'assaut, les Spartiates n'ont pas pu percer. Ils n'étaient pas entraînés à la guerre de siège, mais les Athéniens l'étaient. Ils avaient combattu à Marathon. Ils savaient comment démanteler les fortifications de campagne. Ils ont abattu une section de la palissade, se sont engouffrés. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'était pas un combat, c'était une exécution. Hérodote affirme que seulement 3000 Perses se sont échappés d'une armée de 300 000 hommes.
Les historiens modernes pensent que l'armée perse à Platée était plus proche de 70 000 hommes. Même ainsi, 3 000 survivants, 95% de pertes. Les Grecs ont perdu, selon Hérodote, 159 hommes. Le récit ultérieur de Plutarque dit 1360. Dans tous les cas, déséquilibré ne suffit pas à décrire la situation. Le flanc caché n'était pas une manœuvre de flanc, c'était un piège perceptuel. Mardonius a vu les Spartiates isolés sur les pentes du Cithéron, les a vus se déplacer lentement, lutter. Il pensait qu'ils se retiraient en désordre. Il avait tort, il se déplaçait vers un terrain qui neutralisait sa cavalerie. Terrain accidenté, ravin, roches, terrain où les chevaux ne pouvaient pas charger, où la phalange pouvait se former sans être flanquée. Et quand les Perses se sont rapprochés, les Spartiates se sont arrêtés, ont tourné, se sont formés, et ont attendu les présages, l'ordre, le moment où le devoir religieux et la nécessité tactique s'alignaient. Puis ils ont avancé. Et la machine a fait ce pourquoi elle était conçue. Elle a avancé, constante, inarrêtable, jusqu'à ce qu'une pierre trouve sa cible, et que l'armée d'un empire s'enfuit vers le nord. Une pierre, une mort, 100 000 hommes courant pour leur vie. Mais la pierre n'était pas de la chance. C'était le produit d'un système, un régime d'entraînement, un avantage d'équipement, une doctrine tactique affinée au fil des siècles. Les Spartiates n'ont pas gagné à Platée parce qu'ils étaient même plus courageux, ils ont gagné parce qu'ils avaient des lances plus longues, des boucliers plus lourds et une formation qui transformait les soldats individuels en une seule masse écrasante. Les Perses se sont battus bravement. Hérodote le rend clair. Mais le courage n'arrête pas la physique. Et la physique, à Platée, portait une armure de bronze et portait une lance de 9 pieds. Maintenant, la question que personne ne pose, si les Spartiates étaient si efficaces, si la phalange était si dominante, pourquoi n'ont-ils pas conquis le monde? Pourquoi les cités-États grecques ont-elles passé le siècle suivant à se battre entre elles au lieu de s'étendre vers l'Est? La réponse réside dans ce qui s'est passé après Platée, dans le butin, dans la politique, dans la chose qui détruit toujours les coalitions. Et cela commence par un serpent, coulé en bronze, 3 têtes, 26 pieds de haut. Et une inscription qui a failli déclencher une autre guerre. La colonne du serpent se dresse aujourd'hui à Istanbul, 8 mètres de haut, 26 pieds, 3 serpents de bronze entrelacés s'élevant d'une seule base, initialement coulés en 479 avant J-C, immédiatement après Platée. Les Grecs ont fait fondre les boucliers, les épées, les armures perses. 10% de tout le bronze capturé. L'ont forgé en un monument, l'ont placé à Delphes, le centre sacré du monde grec. Et sur cette base, ils ont inscrit les noms des 31 cités-États qui ont combattu. Sparte, Athènes, Corinthe, Thégée, Mégare, chaque contingent qui se tenait sur cette crête, chaque ville qui a envoyé des hommes affronter Mardonius. Sauf que l'inscription est devenue un problème, parce qu'elle ne les listait pas à égalité. Sparte était première, toujours première. Les Spartiates ont mené la coalition. Pausanias commandait. La phalange spartiate a brisé le centre perse. Donc le nom de Sparte est allé en haut. Athènes était deuxième. Ils avaient envoyé 8000 hoplites. Ils avaient pris la palissade d'assaut. Ils avaient démantelé les fortifications que les Spartiates ne pouvaient pas franchir. Deuxième place, Corinthe troisième, Thégée quatrième. Le reste dans l'ordre décroissant de contribution. Une hiérarchie coulée dans le bronze, permanente, visible. Et cela a failli déchirer la coalition avant même que les Perses ne soient hors de Grèce, parce qu'Athènes ne voyait pas les choses ainsi. Les Athéniens avaient combattu à Marathon 10 ans plus tôt, seuls, sans aide spartiate. Ils avaient affronté la première invasion perse et avaient gagné, par eux-mêmes. Maintenant, à Platée, ils avaient contribué le deuxième plus grand contingent. Ils avaient tenu le flanc gauche. Ils avaient vaincu les hoplites thébains au combat direct, et ils étaient classés deuxième, en dessous de Sparte. La ville qui avait refusé d'aider à Marathon. La ville qui s'était presque pas présentée à Platée parce qu'ils célébraient une fête religieuse. La deuxième place ressemblait à une insulte. La dispute a commencé à Delphes, pendant la cérémonie de dédicace. Fin août 479 avant J-C. Les corps perses n'étaient même pas encore enterrés. Pausanias voulait son nom sur la colonne, pas seulement le nom de Sparte, son nom, en tant que commandant suprême. Le général athénien Aristide s'y est opposé. Ce n'était pas la victoire de Pausanias, c'était une victoire de coalition. 31 cités-États. Le monument devait refléter cela, pas de noms individuels, juste les villes. Pausanias a cédé, temporairement. Mais l'inscription listait toujours Sparte en premier. Et Athènes n'a pas oublié. Voici ce que les sources antiques ne soulignent pas, mais que l'archéologie confirme.
La colonne du serpent n'était pas seulement un monument, c'était un document politique, une revendication. Sparte affirmait sa domination sur le monde grec, pas par la conquête, par le prestige, par le récit de Platée. Ils avaient mené la coalition, ils avaient affronté les immortels, ils avaient tué Mardonius. Par conséquent, ils dirigèrent la Grèce. La colonne en était la preuve, preuve de bronze, 8 mètres de haut, visible par chaque pèlerin qui visitait Delphes, et Delphes était le centre de la religion grecque, l'oracle, le site sacré où les Grecs de chaque ville venaient à consulter les dieux. La colonne du serpent n'était pas cachée à Sparte. Elle était placée là où tout le monde la verrait. Un rappel permanent de qui avait gagné à Platée. Athènes avait une histoire différente. Leur version mettait l'accent sur Marathon. Les hoplites athéniens qui avaient affronté les Perses en 490 avant Jésus-Christ, en infériorité numérique, seuls, et avaient gagné. Cette victoire a rendu possible la deuxième invasion, parce que Marathon a prouvé que les Perses pouvaient être battus. Sans Marathon, il n'y a pas de résistance grecque en 480, pas de Thermopyles, pas de Salamine, pas de Platée. Athènes se considérait comme les sauveurs de la Grèce, 2 fois, et la colonne du serpent les classait 2e. La tension n'a pas explosé immédiatement. Les Perses étaient toujours une menace, Xerxès était toujours en vie, sa marine était toujours intacte. Les Grecs avaient besoin d'unité, ils ont donc maintenu la coalition, pendant un certain temps. Mais les graines de la guerre du Péloponnèse ont été semées à Delphes en 479 avant J par C, Sparte contre Athènes. Les 2 villes qui avaient le plus fait pour vaincre la Perse, se disputant qui méritait le crédit, qui dont le nom allait en premier sur une colonne de bronze. La colonne elle-même raconte l'histoire. L'analyse moderne de l'inscription, menée en 1997 par l'Institut archéologique allemand, a confirmé ce que les historiens soupçonnaient depuis des décennies. La liste des cités-États n'est pas aléatoire. Elle est classée par contribution militaire. Sparte a contribué 10 000 hoplites. Athènes, 8 000. Corinthe, 5 000. Les chiffres déterminaient l'ordre, mais les chiffres ne disent pas tout. Athènes avait une marine, 300 navires à Salamine. La bataille navale qui a forcé Xerxès à se retirer, cette victoire a rendu Platée possible. Mais les navires n'apparaissent pas sur la colonne du serpent. Seulement les hoplites, seulement les forces terrestres. Le monument a effacé la contribution navale d'Athènes, a réduit toute la guerre à une seule bataille terrestre, Platée, où Sparte a mené. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. Cet effacement a eu de l'importance. Parce qu'après Platée, la guerre n'a pas pris fin. Les Perses contrôlaient toujours les îles de la mer Égée, contrôlaient toujours la côte de l'Asie mineure. Les cités grecques d'Ionie, la Turquie actuelle, étaient toujours sous domination perse. Les Grecs devaient les libérer. Et cela nécessitait une marine, ce qui signifiait Athènes. Sparte avait des hoplites, Athènes avait des navires. La coalition a continué, mais le commandement a changé. Pausanias a mené la première campagne en Asie mineure en 478 avant Jésus. C. Il a capturé Byzance, l'actuel Istanbul, la ville qui contrôlait l'accès à la mer Noire. Position stratégique cruciale. Mais Pausanias est devenu arrogant, a commencé à porter des vêtements perses, a adopté des coutumes perses. Les autres cités grecques se sont plaintes. Sparte l'a rappelé, et Athènes a pris le relais. La Ligue de Délos s'est formée en 477 avant C. Une alliance de cités-États grecques dirigée par Athènes. But, continuer la guerre contre la Perse. Libérer les cités ioniennes. Protéger la mer Égée. Chaque membre a contribué avec des navires ou de l'argent. Athènes a fourni la structure de commandement, la flotte, la stratégie. En une décennie, la Ligue de Délos est devenue l'Empire athénien. Athènes contrôlait la mer Égée, collectait des tribus, a construit le Parthénon avec les fonds de la Ligue. Sparte observait et ressentait, parce que la colonne des serpents disait que Sparte avait gagné les guerres perses, mais Athènes récoltait les lauriers. La guerre du Péloponnèse a commencé en 431 avant J.C., 48 ans après Platée. Sparte contre Athènes. Officiellement, il s'agissait de différends commerciaux, d'alliances, de sphères d'influence. Mais la cause profonde était Platée. Qui dirigeait la Grèce, qui méritait le crédit, qui allait façonner le monde grec après le départ des Perses. La guerre a duré 27 ans. C'est terminé par la défaite d'Athènes. Sparte victorieuse. Mais la victoire était creuse. Sparte ne savait pas diriger un empire, n'avait pas l'infrastructure, la marine, les systèmes administratifs. En une décennie, Sparte a perdu le contrôle. Thèbes s'est levé, puis la Macédoine. Philippe, Alexandre, le système des cités-États grecs s'est effondré. Et la colonne des serpents se tenait à Delphes, observant,
La colonne a été déplacée en 337 après J.A. C. Constantin le Grand, premier empereur romain chrétien. Il l'a déplacée à Constantinople, l'actuel Istanbul, l'a placée dans l'hippodrome, le stade des courses de chars, un trophée, un symbole de la gloire grecque, l'appropriation romaine du patrimoine grec. Les têtes de serpents sont restées intactes jusqu'au XVIIe siècle. Puis l'une s'est détachée, puis une autre. La troisième a disparu au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que la base et les corps entrelacés. Mais l'inscription est toujours là. 31 cités-États. Sparte d'abord, Athènes ensuite. Une hiérarchie qui a déclenché une guerre. Parce que c'est ce que Platée a prouvé. Pas que les Grecs pouvaient vaincre les Perses. Il l'avait déjà prouvé à Marathon et Salamine. Platée a prouvé que les Grecs ne pouvaient pas partager la victoire, ne pouvaient pas construire une coalition qui durerait au-delà de la menace immédiate. Au moment où les Perses se sont retirés, les Grecs se sont retournés les uns contre les autres. Se sont disputés le crédit, le commandement, le nom de qui allait en premier sur un monument. La colonne des serpents était censée commémorer l'unité. Au lieu de cela, elle a documenté le début de la désunion grecque, la fracture qui les détruirait en 2 générations. Alors quand les gens demandent pourquoi les Spartiates n'ont pas conquis le monde après Platée, la réponse est simple. Ils étaient trop occupés à se disputer avec Athènes, trop concentrés sur la politique intérieure grecque, sur le prestige, sur l'honneur, sur le fait d'être listé en premier. La phalange qui a écrasé les Perses n'a pas pu maintenir une coalition, parce que la domination militaire ne se traduit pas par l'unité politique. Et l'unité était la seule chose qui aurait pu rendre possible l'expansion grecque. Sans elle, les cités-États se sont consommées mutuellement. Sparte a gagné les guerres, Athènes a construit la culture, Thèbes a eu un moment, la Macédoine les a tous conquis, et la colonne des serpents se tenait à Constantinople. Un monument à une victoire qui n'a mené qu'à plus de guerre. C'est la vraie leçon de Platée. Pas comment gagner une bataille, mais ce qui arrive quand les vainqueurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur la suite. Mais l'héritage de Platée ne s'est pas terminé avec les querelles grecques. La bataille a prouvé quelque chose qui résonnerait dans l'histoire militaire pendant les 2000 années suivantes. Que le terrain pouvait transformer un désavantage numérique en domination tactique. Que le bon terrain pouvait rendre 10 000 hommes égaux à 50 000. Et cette compréhension venait d'un homme qui voyait le champ de bataille différemment de tous les autres. Pausanias. Le régent spartiate qui a transformé un désastre en piège. Parce que voici ce que le récit standard manque. La retraite nocturne n'était pas une erreur. Ou plutôt, c'était une erreur que Pausanias a reconnue et exploitée en temps réel. Quand Amompharétus a refusé de bouger, quand le centre grec a fui vers Platée, quand les Athéniens ont perdu le contact avec l'aile droite, Pausanias a eu le choix, forcer la situation, essayer de réunir l'armée dans l'obscurité avec la cavalerie perse traquant les fuyards, ou accepter la fragmentation et l'utiliser. Il a choisi la deuxième option. Et ce choix a nécessité de lire le terrain comme une carte tridimensionnelle. Les pentes, près du temple de Déméter d'Éleusis, n'étaient pas aléatoires. Pausanias les avait explorées pendant le statu quo de 8 jours. Il savait que le terrain était accidenté. Des ravins, des affleurements rocheux, un sol inégal. Parfait pour l'infanterie. Suicide pour la cavalerie. Le projet d'études régionales de Platée, mené entre 2000 et 2015 par la British School at Athens, a utilisé la cartographie GPS et le radar à pénétration de sol pour reconstituer la topographie exacte. Ont publié leurs conclusions en 2016 dans la revue Hesperia, titre « La topographie du champ de bataille de Platée, de nouvelles preuves issues d'une étude archéologique. Le terrain descend de 7 mètres sur une étendue de 100 mètres. C'est une pente de 7%. Ça ne semble pas beaucoup, mais pour une charge de cavalerie à pleine vitesse, c'est catastrophique. Les chevaux ne peuvent pas maintenir leur formation, ne peuvent pas prendre d'élan, ne peuvent pas tourner et manœuvrer. Ils se regroupent, ralentissent, deviennent des cibles au lieu d'armes. Pausanias le savait. Mardonius, non. Parce que depuis la position perse près de la rivière Asopus, la pente n'était pas visible. La crête de Pyrgos, une colline basse entre le camp perse et le temple, bloquait la ligne de mire. L'analyse archéologique moderne par John Lazenby dans son étude de 1993, The Defense of Greece, l'a confirmé. Debout, là où se tenait Mardonius, vous ne voyez pas le terrain accidenté. Vous voyez la crête, vous voyez les Spartiates se déplacer le long de la crête. Vous voyez ce qui ressemble à du désordre, une colonne étirée, en difficulté, en retraite. Vous ne voyez pas le terrain vers lequel il se dirige. C'est l'élément caché du flanc caché, pas la distance, pas la tromperie, la géographie. Et Pausanias l'a utilisé. Quand les Perses se sont approchés, les Spartiates se sont arrêtés sur un terrain qu'ils avaient choisi.
ont formé une phalange avec leurs flancs protégés par des ravins. Les Perses ne pouvaient pas les encercler, ne pouvaient pas les flanquer, ne pouvaient que les frapper de front. Et de front, la phalange était imbattable, à cause de la physique que nous avons déjà abordée, mais aussi à cause d'autres choses, l'entraînement, l'agogé. Le système éducatif spartiate qui a transformé les garçons en hoplites en 13 ans, commençant à l'âge de 7 ans, retirés de leur famille, appris à endurer la douleur, la faim, le froid, appris à combattre en formation, à faire confiance à l'homme à sa gauche, à ne jamais rompre les rangs, à rester sous le feu des flèches sans ciller. L'étude de Paul Cartledge de 2003, The Spartan, détaille le conditionnement psychologique. Les hoplites spartiates ne combattaient pas en tant qu'individus. Ils combattaient comme un seul organisme. Quand Pausanias leur a ordonné de rester sous la tempête de flèches perses, ils sont restés. Pendant combien de temps ? Hérodote ne le précise pas. Mais il décrit Pausanias, sacrifiant 3 fois. Chaque sacrifice prenait quelques minutes, examiner les entrailles, lire les présages, prier, consulter des devins, conservatrices, 15 à 20 minutes. 20 minutes sous une volée de flèches soutenues. Des hommes mourants. Aucun ordre d'avancer. Juste rester. Maintenir la formation. Attendre. Toute autre armée aurait rompu. Chargé en avant pour échapper aux flèches. Fui en arrière pour échapper à la zone de mort. Les Spartiates n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ils ont attendu. Parce que c'est ce pourquoi ils étaient entraînés. Quand l'ordre est finalement venu, l'avancée n'était pas une charge. C'était une marche. Disciplinée, mesurée, maintenue en formation. Le premier rang avançait, le deuxième rang prenait la place laissée par le premier, le troisième, celle du deuxième, 8 rangs se déplaçant à l'unisson. La dorie, lance de 9 pieds, tenue à bout de bras, pas en dessous comme on le voit dans les films, à bout de bras, frappant par-dessus le bord du bouclier. Portée maximale, levier maximal. Quand les Spartiates ont frappé la ligne perse, les boucliers Djera se sont effondrés en quelques secondes. Ensuite, c'était le travail de lance, piqué, transpercé. Les Perses attrapaient les hampes des lances, essayèrent de les arracher, mouraient avec leurs mains encore agrippées au bois. Hérodote le décrit. Il écrit 60 ans après la bataille, interrogeant des vétérans, des survivants, des hommes qui étaient là. Son récit n'est pas parfait, les chiffres sont gonflés. Certains détails sont de la propagande, mais la séquence tactique est cohérente dans les sources. Hérodote, Plutarque, Diodore, ils décrivent à tous la même chose. Les Perses se sont battus bravement, et sont morts quand même, parce que le courage sans équipement, c'est juste mourir lentement. L'infanterie perse aplatée portait une cuirasse de tissu ou de cuir, portait un bouclier de roseau, une courte lance, une épée, peut-être un poignard, poids total de l'armure, 5 à 10 kg. L'hoplite spartiate portait une cuirasse de bronze, jambière de bronze, casque de bronze, portait un bouclier plaqué de bronze, poids total de l'armure, 20 à 30 kg, 3 fois plus lourd, mais ce poids était une protection. Les flèches qui perçaient le tissu perse rebondissaient sur le bronze spartiate. Les coups de lance qui tuaient les Perses glissaient sur les cuirasses spartiates. La différence d'équipement n'était pas seulement la portée, c'était la survivabilité. Et la survivabilité signifiait que les Spartiates pouvaient continuer à se battre plus longtemps, continuer à pousser, continuer à avancer, jusqu'à ce que quelque chose cède. Ce qui a cédé, c'est Mardonius. Et quand il est tombé, l'armée perse n'a pas seulement battu en retraite. Elle s'est désintégrée, parce que les structures de commandement antiques étaient impersonnelles. Le général ne donnait pas seulement des ordres, il était le centre de l'armée, le point vers lequel tout le monde s'orientait. Quand Mardonius est mort, il n'y avait pas de poste de commandement où se replier, pas de second commandant avec autorité. Artabase commandait 40 000 hommes sur l'aile gauche, mais il n'était pas le adjoint de Mardonius. C'était un rival, un opposant politique qui avait argumenté contre la bataille. Quand Mardonius est tombé, Artabase n'a pas essayé de prendre le commandement. Il est parti, a pris ses 40 000 hommes et a marché vers le nord, hors de Grèce, de retour en Perse. Une décision rationnelle, une décision de survie. Mais cela signifiait que le centre perse, déjà en déroute sous la pression spartiate, n'avait aucun soutien, pas de renfort, pas d'espoir. Les immortels ont essayé de tenir, c'était l'élite, les 10 000, les Anusias, la garde personnelle du roi, la meilleure infanterie de l'empire perse. Ils avaient combattu à Thermopyle, à Salamine, ils avaient conquis Babylone, l'Égypte, la Lydie. Ils ne cédaient pas facilement, mais ils ont cédé à Platée, parce qu'ils combattaient une machine, une formation qui ne se fatiguait pas, ne s'arrêtait pas, ne se souciait pas du nombre d'hommes qu'elle perdait. La phalange avançait, constante, inévitable, et les immortels se sont retirés, lentement, puis rapidement, puis ont couru,
Et une fois qu'ils ont couru, tout le monde a couru. Les hoplites thessaliens à droite ont tenu plus longtemps. C'étaient des Grecs. Ils comprenaient les tactiques de phalange, mais ils étaient dépassés en nombre et débordés quand les Athéniens se sont détournés de leur position et les ont frappés sur le flanc. Ils se sont retirés en ordre, retraite combattue, de retour à Thèbes. On perdu 300 hommes, le reste s'est échappé. Des professionnels reconnaissant une cause perdue. Le centre perse n'a pas eu cette chance. Ils se sont réfugiés dans le camp fortifié, la palissade de bois près de l'Asopus. Et les Grecs les ont suivis, pas seulement suivis, ont poursuivi avec la violence qui ne vient qu'après la peur, parce que les Grecs avaient été terrifiés. Pendant 11 jours, ils avaient vu la cavalerie perse attaquer leur ligne d'approvisionnement, vu leur source d'eau empoisonnée, vu la plus grande armée qu'ils aient jamais vue camper de l'autre côté de la rivière, et maintenant, cette armée fuyait. La terreur s'est transformée en rage. Les Grecs ont pris d'assaut la palissade. Les Athéniens ont démantelé une section du mur, se sont engouffrés. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'était pas un combat, c'était un massacre. Hérodote prétend que seulement 3000 Perses se sont échappés. Les historiens modernes estiment que l'armée perse aplattée comptait 70 000 hommes. C'est un taux de perte de 95%, même si Hérodote a gonflé les chiffres, même si la véritable force perse était de 50 000 hommes, les pertes ont été catastrophiques. Parce que les armées ne se rendaient pas dans le monde antique. Pas quand l'ennemi est enragé, elles meurent. La bataille de Platée mit fin à l'invasion perse de la Grèce. Pas parce que la Perse ne pouvait pas lever une autre armée, il le pouvait, mais parce que la volonté politique s'effondra. Xerxès était déjà retourné en Perse après Salamine. Mardonius était censé finir le travail, restaurer le prestige perse, prouver que Salamine n'était qu'un coup de chance. Au lieu de cela, il mourut sur une colline en Béotie, tué par une pierre, et son armée fut massacrée. L'Empire perse ne tenta plus, n'envoya plus de force d'invasion. Les Grecs avaient prouvé qu'ils pouvaient gagner, pas seulement en mer, sur terre, contre la meilleure infanterie que la Perse avait. Cela changea tout, parce que maintenant les Grecs ne se défendaient plus. Ils s'étendaient. La Ligue de Délos, la libération de l'Ionie, la longue et lente progression qui mènerait finalement à Alexandre. Tout cela commence à Platée, sur un terrain accidenté près d'un temple, où 10 000 Spartiates arrêtèrent un empire. Platée mit fin à l'invasion perse de la Grèce. Pas parce que la Perse ne pouvait pas lever une autre armée, il le pouvait, mais parce que la volonté politique s'effondra. Xerxès était déjà retourné en Perse après Salamine. Mardonius était censé finir le travail, restaurer le prestige perse, prouver que Salamine n'était qu'un coup de chance. Au lieu de cela, il mourut sur une colline en Béotie, tué par une pierre, et son armée fut massacrée. L'Empire perse ne tenta plus, n'envoya plus de force d'invasion. Les Grecs avaient prouvé qu'ils pouvaient gagner, pas seulement en mer, sur terre, contre la meilleure infanterie que la Perse avait. Cela changea tout, parce que voici ce que les manuels d'histoire manquent. Platée ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut une rupture psychologique. Pendant un siècle, l'Empire perse avait été inarrêtable. Cyrus le Grand conquit Babylone en moins 59 avant J.C. Cambyse prit l'Égypte en moins 50-25. Darius s'étendit en Thrace et en Inde. L'Empire achéménide s'étendait de l'Indus à la Méditerranée. 3 millions de kilomètres carrés, 44% de la population mondiale. Le plus grand empire de l'histoire humaine jusqu'à ce point. Et il n'avait jamais perdu une campagne terrestre majeure, jusqu'à Platée. Les Grecs n'ont pas seulement gagné, ils ont anéanti 95% de pertes. Le centre perse, 30 000 immortels et infanterie d'élite détruits. La cavalerie, 20 000 cavaliers dispersés. Le camp fortifié, conçu pour résister à un siège, pris d'assaut en quelques heures. Et le commandant, choisi par Xerxès lui-même, mort. Tué par une pierre lancée par un homme dont nous connaissons le nom. Aïmnestus. Un hoplite spartiate au premier rang. Ce détail est important, parce que ce n'est pas un général qui tua Mardonius, pas un héros, pas un champion, juste un soldat, faisant ce que les soldats spartiates étaient entraînés à faire, s'adapter, survivre, gagner, et c'est ce qui terrifia la Perse, pas la perte. Les empires perdent des batailles, mais le mécanisme de la perte, les Perses avaient tous les avantages, les nombres, la cavalerie, l'archerie, la logistique, ils contrôlaient l'eau, ils contrôlaient les plaines, ils avaient brûlé Athènes 2 fois, ils avaient eu des alliés grecs combattant pour eux, des Thébains, des Thessaliens, 50 000 hoplites qui avaient choisi le camp perse parce qu'ils pensaient que la Perse gagnerait. Et Mardonius avait pris la décision tactiquement judicieuse, poursuivre les Spartiates isolés, détruire l'aile droite grecque, mettre fin à la guerre. Sauf que les Spartiates n'étaient pas isolés, ils étaient positionnés sur un terrain que Mardonius ne pouvait pas voir.
attendant des présages que Mardonius ne comprenait pas. Et quand ils avancèrent, ils ne chargèrent pas. Ils marchèrent, disciplinés, mécaniques, inarrêtables. C'est ce qui changea après Platée. L'empire perse cessa de s'étendre vers l'ouest, pas immédiatement. Il y eut des raids, des escarmouches. La guerre continua techniquement pendant encore 30 ans, mais l'invasion était terminée. Xerxès ne revint jamais en Grèce. Le remplaçant de Mardonius, Artabase, prit 40 000 hommes et marcha vers le nord, hors de Grèce, de retour en Perse, sans combattre, parce qu'il savait. Quand le commandant meurt et que l'armée se brise, on ne se rallie pas. On survit, et survivre signifiait la retraite. Les Grecs, quant à eux, ne s'arrêtèrent pas. La Ligue de Délos fut formée en moins 47 avant Djébrtchesé, 2 ans après Platée. Athènes dirigeait. Sparte fournissait des hoplites, mais restait concentrée sur le Péloponnèse. Le but de la Ligue était clair, libérer les cités grecques d'Ionie, la Turquie moderne, des villes qui étaient sous contrôle perse depuis des décennies. Milet, Éphèse, Halicarnasse. La Ligue leva des flottes, collecta des tribus, et poussa vers l'est. En moins 46 avant JC. Les Perses avaient été chassés de la mer Égée entièrement. La bataille de l'Eurymédon, moins 46 avant JC, vit la flotte athénienne sous Cimon détruire une force perse de 200 navires et anéantir une armée terrestre le même jour. Une double victoire, navale et terrestre. Le genre d'opération interarmes que les Perses avaient initié. Maintenant utilisé contre eux. Mais voici le paradoxe. La victoire à Platée, qui unifia les Grecs, planta aussi les graines de leur destruction. Parce que la question qui commença à Delphes, qui mérite le crédit, ne reçut jamais de réponse. Sparte dit qu'elle dirigeait. Athènes dit qu'elle permettait. Corinthe dit qu'elle contribuait. Thégée dit qu'elle combattait. 30 est une cités-États, toutes revendiquant une part de la gloire. Et la gloire, dans le monde grec, se traduisait par le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir de façonner ce qui allait suivre. Sparte voulait l'hégémonie sur le Péloponnèse, Athènes voulait le contrôle de la mer Égée. Ces deux visions ne pouvaient coexister, pas à long terme. La guerre du Péloponnèse commença en moins 431 avant Gès, c'est 48 ans après Platée, Sparte contre Athènes. Les deux villes qui avaient le plus fait pour arrêter la Perse se combattant maintenant, pendant 27 ans. La guerre dévasta la Grèce, des dizaines de milliers de morts, des économies effondrées, des alliances brisées. Athènes perdit, Sparte gagna. Mais la victoire fut creuse, parce que Sparte ne savait pas diriger. Ils avaient des hoplites, ils avaient la discipline, ils avaient l'agogée, mais ils n'avaient pas de marine, n'avaient pas de système administratif, n'avaient pas l'infrastructure pour gérer un empire. En 10 ans, l'hégémonie de Sparte s'effondra. Thèbes monta. Puis, la Macédoine. Philippe le Second unifia la Grèce par la force en moins 38 avant Gégé. Son fils, Alexandre, envahit la Perse en moins 34 et la conquit. L'empire qui avait terrifié la Grèce pendant un siècle tomba aux mains d'un roi macédonien qui avait étudié les tactiques grecques et la logistique perse et les avait combinées en quelque chose de nouveau. L'invasion d'Alexandre réussit grâce à Platée, pas directement, mais parce que Platée prouva que l'armée perse pouvait être battue, sur terre, en bataille rangée, avec de l'infanterie. Alexandre amena 32 000 fantassins en Asie, combattit les Perses à la rivière Granique en moins 34 avant Jorxé, à Issos en moins 33, à Gogamel en moins 31. Chaque fois, la phalange macédonienne, plus profonde, plus flexible que la version spartiate, brisa la ligne perse. Et chaque fois, le roi perse s'enfuit. Darius le troisième, arrière-arrière-petit-fils de Xerxès. Il s'enfuit à Issos, s'enfuit à Gogamel, fut assassiné par ses propres hommes en moins 30 avant JC. La dynastie achéménide prit fin, pas parce que la Perse était faible, mais parce que la rupture psychologique qui commença à Platée ne guérit jamais. L'armée perse ne retrouva jamais la confiance qu'elle avait perdue quand Mardonius tomba. C'est l'héritage de Platée, pas seulement une bataille, un tournant. Le moment où la manière de faire la guerre des Grecs, infanterie lourde, formation disciplinée, équipement supérieur, prouva qu'elle pouvait vaincre la manière perse, cavalerie, archerie, supériorité numérique. Et une fois cela prouvé, cela ne pouvait plus être infirmé. Chaque commandant grec après Platée savait que la phalange fonctionnait. Chaque commandant perse savait qu'elle pouvait échouer. Cette connaissance façonna le siècle suivant, façonna les guerres, façonna les empires, façonna le monde. Mais la leçon la plus profonde n'est pas sur les tactiques, c'est sur le terrain. Pausanias ne gagna pas parce qu'il avait de meilleurs soldats, il gagna parce qu'il comprenait le terrain, les pentes près du temple de Déméter et Leusinia.
la pente de 7% que Mardonius ne pouvait pas voir depuis la rivière Asopos, les ravins qui protégeaient Artois et les flancs spartiates, le terrain accidenté qui neutralisait la cavalerie perse. Pausanias transforma la géographie en armes, et c'est la leçon qui résonna à travers l'histoire militaire, de Cannes à Azincourt en passant par Gettysburg. Le terrain compte, pas seulement comme décor, comme atout tactique. Le commandant qui lit le terrain gagne, le commandant qui l'ignore meurt. Mardonius l'ignora, et une pierre le tua. Et l'armée d'un empire s'enfuit vers le nord. Et la Grèce survécut. C'est Platée. Alors pourquoi tout cela importe-t-il ? Pourquoi une bataille livrée il y a 25 siècles sur une colline en Béotie mérite-t-elle plus qu'une note de bas de page ? Parce que Platée n'a pas seulement mis fin à une guerre, elle a établi un modèle, une preuve de concept qui résonnerait dans chaque bataille terrestre majeure pendant les 2000 années suivantes, que le terrain pouvait neutraliser la supériorité numérique, que l'équipement pouvait surmonter les nombres, que la discipline pouvait vaincre le désespoir, et que comprendre le terrain était plus précieux que contrôler le ciel. Voici ce qui s'est passé ensuite. Les Perses n'ont plus jamais envahi la Grèce, pas parce qu'ils ne le pouvaient pas. Xerxès vécut encore 14 ans. L'empire achéménide resta la plus grande entité politique sur Terre pendant encore 1 siècle et demi. Ils avaient les ressources, la main-d'œuvre, la logistique, mais ils ne revinrent jamais. Parce que Platée prouva quelque chose que la structure de commandement perse ne pouvait accepter, que leur manière de faire la guerre, cavalerie, archerie, masse numérique, avait un contre absolu, la phalange grecque. Et une fois ce contre démontré, une fois prouvé sur le terrain à grande échelle, l'avantage psychologique avait disparu. L'armée perse qui avait conquis de l'Inde à l'Égypte ne put briser 10 000 Grecs sur un terrain accidenté. Cette connaissance se répandit à chaque satrape, chaque gouverneur, chaque général de l'Empire. Et cela changea la façon dont la Perse combattait. Ils cessèrent de s'étendre vers l'ouest, commencèrent à embaucher des mercenaires grecs, commencèrent à copier les tactiques grecques. La bataille de Koutanaxa, en -4 avant J. C'est 10 000 mercenaires grecs combattant pour un prince perse. Ils taillèrent en pièces le centre perse, tuèrent le commandant adverse, et rentrèrent chez eux, à travers le cœur de l'Empire, sans opposition, parce que tout le monde se souvenait de Platée. Mais voici le détail qui relie tout. Ce qui fait de Platée plus qu'une simple bataille antique. En 2022, une équipe de l'université de Thessalie a mené une étude biomécanique, publiée dans le Journal of Archaeological Science. Titre « Transmission de force dans les formations de phalanges grecques antiques ». Une analyse computationnelle, ils ont construit un modèle numérique. Utilisé des données de capture de mouvements de reconstituteurs portant des armures répliques. Mesurer les vecteurs de force, la distribution de pression, le transfert d'énergie du 8e rang au premier. Et ils ont confirmé ce que les sources anciennes avaient décrit, mais que les historiens modernes avaient débattu. L'autismos, la poussée, était réelle, pas métaphorique, physique. Les rangs arrière de la phalange transmettaient de la force à l'avant par contact corporel, pression des boucliers, poussée incrémentielle. Le modèle a calculé la force totale au bord avant d'une phalange de 10 000 hommes, 8 rangs de profondeur, 16 000 livres par mètre carré, 1000 tonnes de pression cumulative, se déplaçant à vitesse de marche. À titre de comparaison, un bulldozer moderne exerce environ 14 000 livres par mètre carré. La phalange spartiate à Platée était un bulldozer humain, plus lent, plus lourd, inarrêtable sur le bon terrain. Cette étude est importante car elle quantifie ce qui s'est passé sur cette colline. Elle transforme le récit d'Hérodote en physique. Les Perses n'ont pas seulement été vaincus, ils ont été surpassés mécaniquement. Et cet avantage mécanique, lance plus longue, bouclier plus lourd, formation plus profonde, meilleur terrain, est devenu le fondement de la doctrine militaire occidentale. La légion romaine, le carré de piquet médiéval, la colonne napoléonienne. Chaque formation qui privilégiait la masse et la discipline sur l'héroïsme individuel remonte à Platée. Parce que Platée a prouvé que les guerres ne sont pas gagnées par les soldats les plus courageux. Elles sont gagnées par les soldats les mieux équipés, sur le meilleur terrain, avec le meilleur entraînement. Tout le reste, c'est mourir lentement. Et la colonne du serpent se dresse toujours à Istanbul, 26 pieds de bronze entrelacés. Les têtes ont disparu, brisées il y a des siècles. Mais la base demeure, et l'inscription. 31 cités-États. Sparte d'abord, Athènes ensuite. La hiérarchie qui a déclenché une guerre civile, parce que les Grecs qui ont gagné à Platée ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ce que signifiait la victoire, ne pouvaient pas construire une coalition qui durerait au-delà de la menace immédiate. En 50 ans, ils se battaient entre eux. Sparte contre Athènes, la guerre du Péloponnèse, 27 ans de destruction mutuelle. Et quand elle se termina, quand Sparte gagna enfin, la victoire fut creuse, parce que Sparte ne savait pas diriger, n'avait pas l'infrastructure, la vision.
la capacité administrative pour gérer un empire. Alors, ils la perdirent. En une décennie, au profit de Thèbes, puis de la Macédoine, puis de Rome. La phalange qui écrasa la Perse ne put maintenir la Grèce unie. C'est le paradoxe de Platée. Les tactiques ont fonctionné, la stratégie a échoué. Et la colonne se dresse comme un monument aux deux. En ce moment même, les archéologues continuent de fouiller le champ de bataille de Platée, l'école britannique d'Athènes, l'école américaine d'études classiques, des relevés par radar à pénétration de sol, l'analyse des sols, ils recherchent les fosses communes décrites par Hérodote. Ils tentent de trancher le débat sur les pertes. Y eut-il vraiment seulement 159 Grecs de tués, ou bien des milliers ? Les chiffres comptent, car ils nous disent si Platée fut un miracle, ou simplement le fruit de tactiques supérieures, si les Spartiates étaient invincibles, ou simplement mieux préparés. Et chaque saison, ils en découvrent davantage. Des pointes de flèches, des pointes de lance, des fragments de bronze, chaque pièce ajoutant un détail à l'image, confirmant certaines parties du récit antique, remettant en question d'autres. La bataille n'est pas terminée. Elle se livre encore dans les revues académiques, dans les tranchées archéologiques, dans les modèles informatiques. Et chaque nouvelle découverte recadre ce que nous pensions savoir, car voici ce que Platée nous enseigne, que l'histoire n'est pas statique. Ce n'est pas un récit figé écrit par Hérodote et conservé dans l'ambre. C'est une reconstruction vivante, construite à partir de fragments, testée contre des preuves, révisée lorsque de nouvelles données émergent. Les Spartiates ont gagné à Platée. Cela ne fait aucun doute, mais la manière dont ils ont gagné. Pourquoi Mardonius a attaqué ? Si la retraite nocturne fut planifiée, ou une panique, si les pertes se comptèrent par dizaines ou par milliers. Ces questions restent ouvertes, et elles importent, car les réponses changent notre compréhension non seulement de Platée, mais de chaque bataille qui a suivi, chaque formation qui a copié la phalange, chaque commandant qui a étudié le terrain, chaque armée qui a appris que l'équipement et le terrain comptent plus que le courage. Mardonius est mort à Platée, tué par une pierre lancée par un homme nommé Aymnestus. C'est le détail qui a survécu 25 siècles. Non pas parce qu'il est dramatique, parce qu'il est précis, parce que quelqu'un a enregistré le nom. Et cette spécificité, cette insistance sur le particulier plutôt que le général, est ce qui rend l'histoire réelle, ce qui en fait plus qu'un mythe. Aymnestus a lancé une pierre, Mardonius est tombé, l'armée perse s'est débandée, et la Grèce a survécu, pendant 50 ans encore, avant de s'autodétruire. C'est ça, Platée. Pas un triomphe, un ajournement. La bataille qui a sauvé la Grèce juste assez longtemps pour que les Grecs se détruisent eux-mêmes. Et la leçon ne porte pas sur la victoire, elle porte sur ce qui vient après. Quand l'ennemi a disparu et que la coalition se fracture et que le monument se dresse et que personne ne peut s'accorder sur sa signification. Les Spartiates ont gagné la bataille, les Grecs ont perdu la paix. Et la phalange qui a écrasé un empire n'a pas pu maintenir une coalition unie. C'est le flanc caché dont personne ne parle, celui qui est apparu après la fin des combats. Quand 31 cités-États se sont regardés et ont demandé qui méritait le crédit, et n'ont pas trouvé de réponse. Alors, elles se sont battues, pendant un siècle, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, la Macédoine, Rome, vienne et les conquiert toutes. La pierre qui a tué Mardonius a sauvé la Grèce, la dispute sur qui l'a lancée l'a détruite.